Chères habitantes, chers habitants, chers camarades, je tiens avant tout à vous remercier chaleureusement d'être là ce soir. Tous les élus présents, en particulier le maire de Septem, André Molino, mon ami et mon camarade, et je suis très touché qu'il soit là pour mes vœux. Je soulignerai, ça fera peut-être des jaloux, l'importance des élus, qu'ils soient socialistes, communistes, de Septem, qui sont venus en nombre, et cela me touche particulièrement parce que c'est à Septem notamment que, sans doute, vous m'avez aidé à gagner l'élection qui m'a fait député. Et je vous en remercie. Et puis, je tiens également à saluer ma suppléante, Magali Bailleul, qui est à mes côtés, bien entendu, ce soir. Je tiens à remercier Nathalie Lecomte, Dami Lucas, Benjamin Jarix pour cette table ronde. C'est très difficile, finalement, de passer après eux, parce que c'est ça, la politique, au sens le plus noble du terme. Et derrière, quand on est un politique, un élu, et qu'on doit faire un discours, eh bien, il faudrait qu'il soit ajusté à la dimension de ce qu'on a entendu ce soir. Le logement, certains le savent, c'est l'un de mes combats, avec d'autres bien sûr, mais ce n'est pas qu'un combat de député, c'est un combat qui a commencé avant, avec tous mes collègues et élus d'Aix-en-Partage, comme conseiller municipal à Aix, comme conseiller métropolitain. J'aurai l'occasion de revenir sur le logement. Et enfin, je remercie évidemment toutes et tous pour votre soutien, votre présence et pour les combats partagés d'hier, d'aujourd'hui et je l'espère bien sûr de demain. Donc c'est avec une profonde émotion et un grand honneur que je m'adresse à vous. Avant de commencer mon propos, ce n'était pas prévu, je veux revenir sur un sujet qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui même, l'hôpital public. L'hôpital public va mal, on le sait. L'hôpital public est trop souvent saturé. Vendredi, l'hôpital d'Aix-Pertuis, a déclenché le plan blanc, comme beaucoup d'autres établissements sur le territoire national. Oui, nous en sommes là. C'est un cri d'alarme, évidemment, que lance notre système de santé. Notre hôpital public est pourtant le pilier de notre République sociale. Eh bien, il est au bord de l'effondrement. Les soignants sont à bout, les patients attendent des heures, vous l'avez peut-être expérimenté, parfois des jours, pour recevoir des soins essentiels. Et cette situation ne vient pas de rien ou de nulle part, ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat direct des années de coupes budgétaires et de politiques court-termistes. Alors je crois qu'il est temps, un peu solennellement, de dire qu'il n'est plus possible de continuer ainsi. Notre santé n'est pas une variable d'ajustement comptable. J'appelle solennellement à un plan d'urgence pour sauver notre hôpital public. La santé de nos concitoyens ne peut plus attendre. Alors je vous propose ce soir que nous applaudissions les soignants de notre territoire, dont j'ai reçu il y a quelques jours certains de leurs représentants, et par là finalement les soignants de notre pays, de la France. Depuis le mois de juillet, j'ai eu le privilège de porter votre voix à l'Assemblée nationale. Cette élection, vous le savez, n'a pas été facile. Mais grâce à l'union de la gauche, d'abord, puis à la formation du Front républicain, nous avons évité le pire pour notre territoire, un député du Rassemblement national. Cette mission n'est évidemment pas un aboutissement en soi. C'est la continuité naturelle d'un engagement. Je le disais, certains l'évoquaient. Je suis par ailleurs conseiller municipal et métropolitain depuis 2020. En début d'année 2025, nous voici donc réunis. Plein, je crois, malgré les temps difficiles qui sont les nôtres, d'espérance. Nous voulons sculpter un autre avenir que nous voulons audacieux, solidaire, conquérant.
Notre parcours commun, celui que nous avons entrepris ensemble et que nous poursuivrons, je le résumerai ce soir en 3 attitudes et choix politiques essentiels. Persévérer, combattre et rassembler. Persévérer tout d'abord. Ensemble, comme je viens de le dire, nous avons fait face aux défis multiples qui se sont dressés devant nous avec détermination et courage. Ces 6 derniers mois, j'ai ainsi sillonné notre circonscription à l'écoute des réalités locales. Et dès mon élection, j'en parlais il y a un instant, j'ai fait du logement une priorité. Ouvrir donc cette cérémonie par une table ronde sur ce sujet était une évidence. La France fait face à une crise du logement sans précédent et en constante aggravation, fragilisant aujourd'hui plus de 12 millions de personnes. C'est évidemment insupportable et comme certains le disent, c'est une bombe sociale à venir extrêmement dangereuse. Il n'y a pas moins de 2 jours, le ministre de la Ville a affirmé vouloir sanctionner, de manière démagogique, les bailleurs sociaux en cas de défaut d'entretien des logements sociaux. Je l'invite donc à venir ici, au Jas de Bouffant par exemple, visiter les logements sociaux qui nous entourent, vos logements. Face à la crise du logement, notre réponse sera sans équivoque. En tout cas, elle ne l'est pas pour moi. Construire du logement accessible à tous. Construire des logements sociaux équitablement répartis. On en est loin. Créer des places d'hébergement d'urgence et garantir la rénovation thermique des foyers. Car quand le logement s'effondre, c'est notre capacité à vivre dignement ensemble qui se délite. Le droit à se loger n'est pas une option, c'est un bien commun, au-delà d'être propriétaire ou locataire. C'est un impératif républicain. Face à ces défis du logement qui fragilisent nos territoires, c'est l'ensemble, en fait, des services publics qui se trouvent menacés. Car tous les services publics sont liés les uns aux autres. Tous dépendent, en fait, les uns des autres. Les transports en commun, ça devrait être le poumon de notre territoire. Et vous savez bien qu'il n'en est rien. De l'axe ferroviaire à Luynes, au pôle multimodal crucial des Pennes Mirabeau, en passant par le désengorgement nécessaire d'Émile, la préservation vitale de la gare de Septem. Chaque commune, sur ce sujet, a ses défis. Un réseau de transport efficace, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité sociale, une nécessité économique, une nécessité écologique. Eh bien, je m'engage dans ce territoire qui a beaucoup de retard en ce domaine, à relever à ma place, à ma juste place, ce défi d'un transport, d'une mobilité à la hauteur des enjeux. Parce qu'en plus, c'est évidemment la mobilité, une liberté fondamentale. Je reviens sur la situation de notre système de santé dans sa globalité. Je le disais, elle est plus qu'alarmante. Comme me l'ont témoigné les syndicats, l'hôpital public est à bout de souffle. Mais les structures privées sont en difficulté budgétaire aujourd'hui. Et on sait que la médecine de ville ne répond plus aux besoins des citoyens. À Montpellier, autre sujet, à l'hôpital de Montpellier, emblématique d'Aix-en-Provence. Plus de 100 lits ont été supprimés en une décennie. 21 postes actuellement sont à pourvoir. Ces chiffres révèlent l'ampleur de la crise. La santé mentale, notamment, touchant notre jeunesse, et notamment les étudiants que je connais bien, soi-disant grande cause du quinquennat, reste le parent pauvre de notre système de soins. Face à cette situation, notre engagement est clair. Revaloriser les salaires. Je le dis encore ce soir et fortement, certains trouvent que c'est ringard. Oui, revaloriser les salaires. Revaloriser aussi les conditions de travail.
des soignants, augmenter les capacités d'accueil en rouvrant des lits, investir dans la formation médicale, renforcer donc les moyens alloués à la santé mentale. Nous devons mettre fin à la logique entrepreneuriale qui étouffe nos hôpitaux et rebâtir un système de santé digne de notre République, où l'humain prime sur les chiffres, surtout d'ailleurs quand ils sont manipulés. Notre combat pour la santé est indissociable de notre lutte pour la justice sociale. Un système de santé fort et accessible à tous est le socle d'une société solidaire. Nous ne laisserons pas l'hôpital agoniser. Pour le gouvernement, elle est loin l'époque où nous applaudissions nos soignants tous les soirs à 20h. C'était pourtant il y a à peine 5 ans. Depuis, au mieux, rien n'a changé. Depuis, presque tous les ministères ont porté le nom de souveraineté. Qu'en est-il de notre souveraineté sanitaire? Qu'en est-il de notre souveraineté alimentaire? Et on pourrait l'étendre, vous le savez, à bien d'autres domaines. Depuis, le Mercosur a été signé, contre l'avis unanime du monde agricole français et le vote transpartisan de l'Assemblée nationale. Notre pays semble peser de moins en moins. Et peut-être qu'en fait, ce gouvernement ne peut être crédible, surtout son président de la République, quand on sait qu'ils étaient les chambres du libre-échange sans limite que le Mercosur représente par bien des aspects. Les agriculteurs de notre département, et notamment ceux d'Aiguille, aux côtés desquels je me suis engagé, sont désemparés. Le gouvernement doit se retrousser les manches, comme on dit dans ces milieux, sur ce sujet, et pas seulement lors du salon de l'agriculture pour les caméras. Enfin, face à l'érosion du pouvoir d'achat qui frappe nos concitoyens, notre réponse doit être à la hauteur de l'urgence. Nous ne pouvons plus accepter que des familles doivent choisir entre se chauffer et se nourrir. Ce n'est pas faire du misérabilisme, ce n'est pas faire de la récupération politique d'extrême gauche que de dire cela. Je m'engage à continuer de porter des mesures concrètes. L'augmentation du SMIC, le plafonnement des loyers dans les zones tendues, la revalorisation des retraites. Mais au-delà de ces mesures d'urgence, c'est tout notre modèle économique qu'il faut repenser. Nous devons lutter contre la spéculation immobilière, notamment à Aix-en-Provence, qui étouffe nos villes, réguler le prix de l'énergie et garantir l'accès à une alimentation de qualité pour tous, je l'insiste, pour tous, accessible à tous. Là encore, le pouvoir d'achat n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question de dignité et de justice sociale. Face à tous ces défis que nous subissons souvent par la faute d'une politique déconnectée de l'intérêt du plus grand nombre, le président de la République nous a plongés dans une crise institutionnelle et budgétaire inédite, dont il est, il faut le rappeler, ce soir, le seul responsable. Et malgré les manœuvres politiques qui ignorent le résultat des dernières élections législatives, nous n'allons pas plier. Le recyclage de ministres en échec et le refus d'un Premier ministre de gauche ne sont que les symptômes d'un pouvoir en perte de légitimité. 2/3 des Français sont mécontents de la composition du gouvernement Bayrou. Les médias essaient de nous le cacher, parfois. Mais c'est la réalité de ces sondages sérieux. Je fais partie de ces mécontents. Peut-être êtes-vous nombreux, quelle que soit votre appartenance politique, à en faire partie. Que le message soit clair. Nous portons une vision différente que celle de ce gouvernement, du président de la République pour la France. Notre boussole reste inébranlable, la justice. La justice fiscale, la justice sociale, la justice écologique. Il nous faut préserver pour construire l'alternative dont il nous faut persévérer, pour construire l'alternative dont notre pays a tant besoin.
la stabilité, la fameuse stabilité, que tout le monde souhaite, ce ne peut être la continuation du même, car c'est justement cela, l'instabilité. Persévérer, c'est donc combattre, et c'est mon deuxième point, combattre, comme le disait avec force Gramsci, et dans tous les domaines. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons redoubler de vigilance pour défendre nos valeurs et idéaux républicains face à la vague de plus en plus présente et dangereuse de l'extrême droite, qui s'exprime partout dans le monde, à une échelle qui dépasse peut-être celle de l'Europe des années 30, celle du premier front populaire. À l'échelle nationale, si Jean-Marie Le Pen n'est plus, ses idées demeurent, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, et contrairement à ce que certaines réactions politiques au plus haut sommet laissent entendre. Nous devons les combattre jour après jour, heure par heure, à l'Assemblée nationale, dans les marchés, sur les places, dans les réunions, partout, nous continuerons. À l'échelle locale, je suis le seul député de l'Arc républicain dans tout le département des Bouches-du-Rhône, hors Marseille. Ce n'est pas une gloire, c'est inédit, c'est grave, c'est très grave. En parallèle, la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme reste une priorité absolue dans notre société aujourd'hui. En ce mois de janvier, et alors que nous commémorons les tragiques événements de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher, rappelons-nous que la défense de la liberté d'expression et la laïcité, la lutte contre l'obscurantisme, sont l'affaire de toutes et de tous. Nous devons nous opposer, comme la gauche l'a toujours fait, au développement du repli communautaire et du séparatisme sous toutes ses formes. Ce combat, nous le mènerons bien sûr aussi sur le terrain de l'éducation. C'est par l'école, l'éducation, par la culture, par l'ouverture d'esprit, que nous pourrons contrer la montée des extrémismes. Je défendrai bec et ongle notre système éducatif. Je m'engage à œuvrer pour son renforcement et sa réforme, pour qu'il reste ce formidable ascenseur social qui a fait la grandeur de notre République, des hussards noirs, comme les appelait leur République, à Samuel Paty. Alors que pour l'instant, excusez-moi de faire tout à coup de la politique de l'instant, on nous annonce encore 4000 suppressions de postes supplémentaires dans l'éducation nationale. Enfin, je veux réaffirmer mon engagement indéfectible pour le droit des femmes. Cela passe par un renforcement des moyens alloués à la lutte contre les violences conjugales, une meilleure protection des victimes et des sanctions plus sévères pour les agresseurs. L'égalité professionnelle doit aussi devenir une priorité absolue. Je porterai des mesures concrètes pour réduire les écarts de salaire, briser le plafond de verre et favoriser une meilleure représentation des femmes dans les instances décisionnelles. L'ère MeToo nous aura ouvert les yeux et aura permis à de nombreuses femmes de sortir du silence. Le procès de Mazan participe à ce que la honte change enfin de camp. Le procès emblématique d'Aix, qui est notre mémoire commune, mené avec tant de force et de talent par Gisèle Halimi, a permis de reconnaître le viol comme un crime. Aujourd'hui, le procès de Mazan doit entraîner une politique déterminée contre les violences faites aux femmes, de manière générale. Rassembler, enfin, et pour terminer. Oui, c'est le sens même de la politique. La politique, c'est ce que nous partageons ensemble, finalement. Ce que nous avons en commun, ça a été exprimé ce soir à propos du logement. Ce que nous avons en commun, rassembler. La politique doit rassembler. L'avenir nous réserve de grands défis, parfois inquiétants, parfois désespérants. Mais en démocratie, si nous savons la saisir, cette démocratie, des possibilités nouvelles de construire et d'agir s'offrent à nous. Les prochains rendez-vous démocratiques seront l'occasion de porter ensemble un projet partagé pour Aix-en-Provence, pour notre territoire
dont on voit bien combien il en a besoin. Et puis, de manière plus générale, pour le pays tout entier. Nous devons transcender nos différences. J'aime beaucoup parler des gauches. J'aime mieux quand on parle de la gauche. Nous devons donc transcender nos différences pour construire un avenir meilleur pour toutes et tous. Et convaincre aussi, au-delà de notre camp, au-delà de nous-mêmes, car pour l'instant, nous sommes loin, vous le savez, d'être majoritaires. Car les problématiques sont à cette échelle aujourd'hui. Ils sont vraiment à cette échelle. Vous pouvez rencontrer un citoyen qui a voté oui, Rassemblement national, une fois, deux fois. Et vous pouvez aussi le ramener à une autre attitude et à un autre vote. Car ce vote du Rassemblement national, il se nourrit de choses parfois très nauséabondes. Le moteur du racisme est là, indéniablement, dans notre société, et la parole s'est libérée de ce point de vue-là. Mais le vote RN, c'est aussi le sentiment d'abandon réel. On vient de parler des services publics, c'est un exemple parmi d'autres. Les déserts médicaux, tout ce que vous savez des villes qui avaient une certaine aura et qui ont été décapitalisées, en quelque sorte. Et les gens doivent faire des kilomètres pour simplement aller parfois retirer de l'argent. Donc un sentiment d'abandon et puis un sentiment de mépris. Il faut savoir être ferme sur nos convictions de gauche, mais il faut aussi avoir une parole qui est claire, qui libère, qui soit entendante. Je crois que c'est extrêmement important. Donc les élections municipales de 2026, l'élection présidentielle qui reste dans notre pays, j'en pense ce que j'en pense par ailleurs, mais l'élection présidentielle qui reste l'élection majeure. En 2027, ça sera des moments clés pour notre pays. Eh bien, je suis persuadé que même si aujourd'hui beaucoup en doutent, nous serons au rendez-vous. Je crois profondément à la capacité de notre territoire à innover, à se réinventer. Que ce soit Aix-en-Provence, que ce soit les communes qui forment la circonscription. Nous avons une terre de culture, d'ouverture au monde, d'innovation depuis longtemps. Nous avons dans cette circonscription une richesse et une diversité de populations que certains ne veulent pas voir et qui est en fait, selon moi, une très grande chance. C'est cet esprit que nous devons cultiver, c'est cette énergie que nous devons canaliser pour relever les défis qui nous attendent. Le défi social tout d'abord, car la prospérité n'a de sens que si elle est partagée. Je m'engage donc à continuer à lutter contre toutes les formes d'inégalité, à œuvrer pour une société plus juste, une société plus solidaire, où chacune et chacun peut trouver sa place et s'épanouir pleinement. Cela peut apparaître comme des mots dans un discours, mais une lutte de chaque jour pour que le monde soit un peu moins insupportable qu'il ne l'est. Voilà ce que doit faire un politique aujourd'hui. Le défi économique ensuite. Dans un monde en constante mutation, nous devons soutenir nos entreprises, défendre nos commerces de proximité, favoriser l'innovation et créer les emplois de demain, alors que nous avons aujourd'hui des emplois, vous le savez, précaires et à la petite semaine, souvent. Je serai aux côtés de nos entrepreneurs, de nos artisans, de nos commerçants. Je vais vous dire quelque chose, l'économie n'appartient pas à la droite ou aux conservateurs. Le défi écologique, enfin, notre territoire doit être à l'avant-garde de la transition écologique. C'est là aussi un travail que je continuerai de mener. Aux portes de notre circonscription, les salariés de la centrale de Gardanne luttent depuis des années pour le maintien de leur activité, prônant les énergies renouvelables. Je salue avec force leur lutte ce soir. La dette écologique que nous laisserons à nos enfants est d'une ampleur vertigineuse. Je refuse d'appartenir à cette génération qui, consciente de l'urgence d'agir, est restée les bras croisés. Je ne veux pas être du mauvais côté de l'histoire, si je puis dire. Non, je ne serai pas de ceux qui ont failli à ce défi crucial. Toute une jeunesse, bien plus mature, qu'on veut bien le dire, à la conscience. Transmettons le flambeau de l'espoir et non de la fatalité, et cette jeunesse nous étonnera.
Chers amis, pour conclure, je vous souhaite à toutes et tous, du fond du cœur, une excellente année 2025. Qu'elle soit remplie, bien sûr, de joie, de réussite personnelle et collective, de moments de partage et de fraternité. Je ne peux m'empêcher de citer Jean Jaurès. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. C'est dans l'unité que réside notre force. Alors au combat ensemble. C'est dans la liberté que nous aspirons à un monde plus juste. C'est dans l'égalité que la République s'émancipe. C'est enfin dans la fraternité que nous faisons société. Vive la gauche, vive notre circonscription, vive la République et vive la France!